L'année 1995 est marquée par l'arrivée d'un héros blond, sans bras ni jambes, dans un jeu 2D, alors que les jeux 3D étaient déjà en vogue. Ce platformer d'Ubisoft a su marquer les joueurs par la précision de son gameplay, ses qualités graphiques et ses musiques. Un projet généreux et un peu fou, à l'image de son créateur, Michel Ancel, employé d'Ubisoft de Montpellier. Devant à l'origine sortir sur la Super Nintendo, le jeu a finalement été développé sur la Jaguar d'Atari, dont le hardware avait pour avantage de se familiariser avec des graphismes en pixel art façon 16 bits, ce qui donnait de plus grandes possibilités graphiques. Michel Ancel, tête pensante du projet, s'était occupé des graphismes et des animations, tandis que son ami Frédéric Hood s'était chargé de la programmation et de la construction du moteur du jeu. La Jaguar de son côté va très vite ressembler à un futur flop à cause des nombreuses précommandes qui n'ont pas été anticipées et du peu de propositions qu'il y avait sur la machine à sa sortie. Ubisoft prit alors la décision de ne pas sortir son jeu uniquement sur Jaguar. Sorti sur Jaguar, Saturn et PlayStation en 1995, puis sur PC en 1996, Rayman fut un grand succès critique plébiscité par le public. Le personnage en est même devenu la mascotte d'Ubisoft. Dans le monde de Rayman, la nature et ses habitants vivent en paix. Le grand Protoon maintient l'équilibre et l'harmonie de ce monde. Désolé les amis, apparemment ça ne va pas durer. Car un funeste jour, l'horrible Mr. Dark dérobe le grand Protoon et neutralise les pouvoirs de Betila, la fée qui cherchait à le protéger. Les Electoons qui gravitaient autour du Protoon perdent soudain leur stabilité naturelle et s'éparpillent dans tout le pays. Préoccupant, non? Et en plus, ça venait d'ordre. Dans ce contexte, le joueur doit parcourir 5 mondes de thématiques très marquées. Une forêt luxuriante, un univers musical, une contrée montagneuse, une région centrée sur le dessin et une caverne. Chacune de ces thématiques est appuyée par les monstres et les boss que le joueur peut y rencontrer, proposant un bestiaire très varié. Ce jeu est bien plus qu'un simple platformer avec son aspect Metroidvania, qui n'était pourtant pas prévu à l'origine du projet. Ce n'est que vers la fin du développement qu'il a été décidé de retirer à Rayman ses différentes capacités, incitant le joueur à revenir des niveaux antérieurs au fur et à mesure qu'il les récupère. Une suite en 2D sera envisagée, mais très vite abandonnée suite à la présentation du jeu Crash Bandicoot à l'E3 de 1996 par Naughty Dog. Ubisoft venait de prendre conscience du virage qui s'opérait dans le jeu vidéo. Il devait passer à la 3D. Il fallait d'abord créer un moteur interne. Étant donné que l'expérience d'Ubisoft en termes de 3D se résumait à Planet of Death, l'équipe de Montpellier a préféré tester son nouveau moteur avec Tony Trouble, histoire d'essuyer les plâtres et de ne pas entacher l'image de leur nouvelle mascotte. Un choix judicieux quand on sait que l'équipe à qui cette mission avait été confiée ne connaissait rien aux jeux vidéo. Serge Escoit, game designer ayant travaillé aux côtés de Michel Ancel et de Frédéric Hood, témoignera de la difficulté qu'ils ont eu à concevoir les mondes, les personnages et les objectifs. Michel Ancel ira même jusqu'à qualifier Tony Trouble de fiasco technologique et son développement d'industrialisation massive du procédé créatif. Afin d'éviter le pire pour son enfant, Michel Ancel créa une petite équipe, répartie sur 3 sites d'Ubisoft, dans le but de développer Rayman 2. Celui de Montpellier pour la section créative, celui d'Annecy pour la programmation, et celui de Paris-Montreuil pour la production. Le moteur de Tony Trouble, connu aujourd'hui sous le nom d'Ubisoft Open Space, sera repris et optimisé par les programmeurs d'Annecy en retirant du code tout ce qui était inutile. Michel Ancel s'était entièrement détaché de Tony Trouble, alors que le jeu n'était pas encore terminé. Cette division de la production n'a pas facilité la tâche. Mais Michel Ancel a tout fait pour maintenir une bonne communication entre les 3 studios, que ce soit par l'envoi de mails internes, l'utilisation du téléphone, ou des visites en personne aux locaux de Paris. Il s'était même confronté aux studios parisiens qui s'étaient mis à recruter une horde de personnel qui ne comprenait rien de ce qui avait déjà été accompli, alors qu'un prototype bien avancé de Rayman 2 existait déjà à Montpellier. C'est ainsi qu'avec Frédéric Hood, Michel Ancel a fini par louer un appartement dans la capitale pour y constituer une équipe sur place et d'y monter à tour de rôle, afin d'assurer une présence permanente entre Montpellier et Paris. En parallèle, Pauline Jacquet est arrivée au poste de responsable de la production. Cette dernière a su prendre les bonnes décisions en améliorant la communication au sein des différentes équipes autour de Michel Ancel. Par la suite, Pauline Jacquet a demandé à 3 membres de son équipe, dont le graphiste Stéphane Zinetti, d'organiser des séances de playtest dans le but d'éviter les pics de difficulté du premier opus. Concernant les contrôles, une modification conséquente s'est faite par rapport au déplacement de Rayman. Frédéric Hood a rejeté les contrôles indexés au personnage pour un contrôle par rapport à l'écran, comme dans Super Mario 64. Le mythique lancer de points fut quant à lui remplacé par la projection de boules magiques, à cause de problèmes visuels que l'équipe de développement n'avait pas à corriger. Nicolas Chaureau, qui avait travaillé sur les jeux ludo-éducatifs de Rayman, a été recruté sur le scénario afin de relier les différents niveaux du jeu. Ce dernier était aussi en charge d'intégrer les cinématiques. Ces cinématiques étaient en temps réel, ce qui n'était pas courant à cette époque. David Ness donnera un coup de main au scénario par l'ajout de 30 à 40 secondes de cinématiques et par la modification de certains dialogues des cinématiques déjà existantes.
Le jeu a été présenté à l'E3 de 1999, au cours duquel une partie de l'équipe de Naughty Dog, celle qui travaillait sur le développement de Jak and Daxter, aurait dit avoir aimé ce qu'Ubisoft faisait sur Rayman 2. Par la suite, Rayman 2 The Great Escape est originellement sorti la même année sur PC et Nintendo 64. Le jeu ayant été à l'origine développé sur PC, il a fallu diminuer la résolution de moitié pour la version Nintendo 64. Son arrivée sur Dreamcast est fait attendre jusqu'en mars 2000, car il ne s'agit pas d'un simple portage. En plus d'avoir amélioré les textures et les performances, s'approchant des 60 images par seconde, les développeurs ont ajouté la possibilité de jouer en 16 neuvième, ont remplacé la salle des portes par l'île des portes, ont introduit de nouveaux modèles de pirates, ont ajouté une cinématique où l'on voit Rayman libérer des prisonniers, et ont même créé 3 mini-jeux, dont un jouable à 2 joueurs. Une version PlayStation 1 prise en charge par le studio Ubisoft Shanghai est à son tour sortie en septembre 2000, avec des niveaux tronqués, fusionnés, voire même supprimés. En contrepartie, cette version dispose d'un véritable doublage. Oh Rayman, at last. I was afraid Glowbox had failed. He gave me the silver lump, but we got separated. De la meilleure seconde phase du boss de fin, et de la possibilité de jouer à une partie du prototype 2D. La version PlayStation 2 est quant à elle sortie en décembre 2000. Il s'agit du portage ayant reçu le plus de modifications. Les niveaux ont été élargis, de nouvelles cinématiques, et un 4ème gardien en tant que boss ont été ajoutés. La salle des portes a été remplacée par un hub, tandis que les lumes se servent à présent à débloquer de nouvelles améliorations pour Rayman. Cette version dispose aussi d'un véritable doublage, comme sur PlayStation 1, et de mini-jeux, comme sur Dreamcast. L'un de ces mini-jeux, appelé Baby Foot, consiste en une partie de football opposant le joueur 1 contrôlant une équipe de bébé Gluebox femelle, et le joueur 2 contrôlant une équipe de bébé Gluebox mâle. Rayman, regarde ce que les pirates ont fait du monde. Une terre d'angoisse et de douleur hantée par le mal. Un enfer parcouru par des monstres sans pitié. Depuis qu'ils t'ont arrêté, plus rien ne les retient. Ils dépouillent notre peuple et le réduisent en esclavage. Les robots rôdent en quête d'innocents à capturer. Le chaos est tel que le cœur du monde a fini par exploser. La destruction du cœur du monde par les robots pirates a provoqué la perte des pouvoirs de Rayman et donc sa capture. Il doit donc les récupérer s'il souhaite se débarrasser de Barbe Tranchante, le chef des robots pirates. Mais il doit aussi réunir les 4 masques de Pollocus, l'esprit de l'univers, afin de l'invoquer pour que ce dernier puisse anéantir cette armée robotique. Rayman pourra leur compter sur plusieurs nouveaux personnages. Il l'a fait, les petits êtres, Sam le serpent, Clark, Murphy et l'iconique Glowbox. Les environnements parcourus sont encore plus variés que dans le plus précédent avec une vingtaine de lieux différents propres à chaque niveau. Le gameplay fonctionne très bien, que ce soit dans l'action, la plateforme ou même dans l'eau. La caméra est rarement capricieuse, tandis que l'intelligence artificielle des robots pirates est surprenante. Cette dernière ne se contente pas de tirer à l'endroit où le joueur se situe à l'instant T, mais essaie d'anticiper ses déplacements. Des phases de gameplay plus originales peuvent survenir à différents moments de l'aventure, comme la phase en ski nautique, ou celle où on chevauche un obus. Pour finir, la difficulté est beaucoup plus équilibrée que dans le premier opus. Le jeu est très accessible dans sa première moitié, mais devient beaucoup plus corsé dans les derniers niveaux. Tous ces points font que Rayman fait partie de ces licences qui ont réussi leur passage à la 3D. Michel Ancel, de son côté, va vouloir quitter Ubisoft, mais sera finalement retenu par Yves Guillemot, l'un des frères fondateurs du studio. Ce dernier va le convaincre de rester en lui permettant de monter une équipe plus ou moins indépendante, avec laquelle Michel Ancel va développer Beyond Good and Evil. Abandonné par son père, Rayman s'est retrouvé entre les mains de l'équipe parisienne d'Ubisoft pour un 3ème volet. C'était la première fois que le studio de Paris-Montreuil se retrouvait seul sur un jeu Rayman. Les développeurs étaient jeunes et avaient peu de jeux à leur actif. Cela entraînait beaucoup de pression. Ils se sont trop pris la tête, avec de trop grandes ambitions. Des niveaux plus ouverts, davantage de narration, différentes manières de résoudre les énigmes, plus d'exploration. Cela commençait à ressembler bien plus à un Zelda qu'à un Rayman. Et puis le jeu était trop sombre et mature par rapport au reste de la série. Le ton ne collait pas avec le personnage de Rayman. C'était trop sérieux. En plus de cela, le site de Paris-Montreuil n'a pas pu accéder au Jade Engine, le nouveau moteur d'Ubisoft créé pour Beyond Good and Evil. Les développeurs parisiens ont dû se contenter d'une version améliorée du moteur de Rayman 2, l'Ubisoft Open Space. Heureusement, le studio parisien n'a pas été laissé à l'abandon. Le site de Montpellier n'hésitait pas à lui porter de nombreux conseils et à lui montrer ce qu'il faisait sur Beyond Good and Evil. Il est d'ailleurs amusant de constater certaines similarités assez évidentes entre les projets des deux studios. Pauline Jacquet, de son côté, à nouveau chargé de la production, a invité les développeurs parisiens à faire ce qu'ils faisaient marrer, afin de faire redescendre la pression. Par la suite, David Ness, qui travaillait à nouveau au scénario d'un jeu Rayman, a été le premier à suivre ce conseil, voulant revenir à un contenu plus fun. Il aura un déclic en donnant un nom qu'il considère comme débile au grand méchant, André.
désolé si vous appelez André. C'est ainsi que le reste de l'équipe, influencé par la sortie du Jak and Daxter de Naughty Dog, a pris la même direction, se libérant de toute frustration. Le ton est devenu déjanté, voire impertinent. De nombreux doubles sens et moult références furent incorporés au jeu, apportant un aspect plus adulte. D'ailleurs, c'est quand que t'enlèves le bas? Après avoir fait bonne impression aux États-Unis à l'E3 de 2002, le premier gros salon à l'étranger pour Ubisoft, Rayman Roadlum Havoc est sorti en mars 2003 sur GameCube, suivi de quelques jours par ses sorties sur Xbox et PlayStation 2. Dans cette aventure, une nouvelle menace fait son apparition, André, le seigneur des Lumses Noirs. Celui-ci possède la capacité de transformer les Lumses Rouges en Lumses Noirs. Son objectif est de détruire le corps du monde, mais il finira par être avalé par Globox. La mission de Rayman est donc d'aider Globox à se débarrasser d'André. Le parcours est semé d'embûches à cause des Lumses Noirs qui peuvent se transformer en cagoulards, mais aussi à cause des Knarren qui se retrouvent mêlés à cette histoire. Au final, la patte sombre et mature du début du projet est toujours visible, mais de nombreuses situations et répliques de la part des personnages ont permis au jeu d'être plus déconnant. Ouais, trouillard comme il est, il a dû se planquer quelque part. Ah, ça va pas être évident de lui mettre la main dessus. Surtout pour toi. La mienne est plus grosse que la tienne. Peut-être, mais la mienne est bien plus longue. Regarde, je peux même la toucher avec mon nez. Vous allez arrêter avec vos capuches? Il va sûrement refiler de sales habitudes à Globox. Bon allez, on se revoit dans Rayman 4. Rayman 3 est marqué par le retour du classique lancer de poing et par l'arrivée des costumes qui attribuent des pouvoirs temporaires. Le point tornade, le point puissant, le grappin, le point fusée et le casque hélice. Cette mécanique est évidemment inspirée du concept des pouvoirs des jeux Mario. Le costume du casque hélice sera d'ailleurs repris dans New Super Mario Bros. Wii 6 ans plus tard. Pour ce qui est de la progression, l'équipe de Paris a voulu rythmer son jeu par des phases d'action et de plateforme qui s'enchaînent frénétiquement, tout en faisant varier le gameplay entre les costumes, les phases de tir à la première personne, les duels de chaussures et les phases en skate. Les contrôles de Rayman sont plus souples que dans le plus précédent, avec l'ajout d'un système d'esquive, ce qui permet d'avoir des combats beaucoup plus dynamiques face à des vagues d'ennemis plus importantes. L'aspect platformer de la série est toujours présent, mais paraît moins important, étant donné qu'on ne peut plus tomber dans le vide. Même les rivières de lave et de poison ne tuent pas instantanément. Rayman 3 se rapproche donc plus d'un beat'em up que d'un simple jeu de plateforme, comportant un bestiaire varié et le nombre de boss le plus important de la trilogie. Par ailleurs, l'exploration représente une place importante, avec les passages secrets contenant des cristaux pour récompenser le joueur de les avoir trouvés, avec parfois un easter egg. Un système de score a également été intégré au jeu, ce qui pousse le joueur à refaire plusieurs fois les niveaux afin de réaliser le meilleur score possible, et de le partager sur une page internet qui mène aujourd'hui à... Pour ce qui est de la technique, le jeu tourne en 60 images par seconde et propose un mode de 16 neuvième. Il s'agit cependant d'une véritable déception au niveau des environnements qui ont été réduits au nombre de 9. La caméra quant à elle a tendance à se coincer dans certaines parties du décor. Il est aussi possible de constater l'absence d'animation de certains personnages durant les cinématiques en temps réel. Michel Ancel, bien que n'ayant pas directement participé, résume ce qu'a été le développement de ce troisième opus. C'était au départ un jeu très coincé, puis, à un moment, l'équipe a décidé de péter un plomb. Je pense qu'elle a eu du mal à s'émanciper dans un premier temps, peut-être par peur de briser les fondamentaux de la licence. Mais bon, elle a fini par prendre beaucoup de plaisir, et c'est là l'essentiel. Influencée par le travail de Nintendo et de Naughty Dog, la trilogie Rayman a su créer une base de fans conséquente. Cette trilogie, qui s'est étendue aux consoles portables, sera suivie de seulement 3 nouveaux jeux Rayman entre 2006 et 2013, si on ne compte pas les spin-offs. Et non, je ne compte pas ces jeux comme étant des jeux Rayman. Michel Ancel sera certes pris d'une soudaine envie de refaire un jeu Rayman en 2017, mais il devait d'abord finir ses deux projets du moment, Wild et Beyond Good and Evil 2. Michel Ancel quittera hélas Ubisoft en 2020 sans avoir sorti aucun de ses jeux, réduisant à néant nos espoirs de voir un jour sortir un nouveau jeu d'aventure Rayman en 3D. Heureusement que les fans de Rayman arrivent encore aujourd'hui à faire vivre cette licence via de nombreuses créations indépendantes.